Salut à tous. Les États-Unis ne mènent pas une guerre pour leur propre survie. Ils mènent une guerre pour la survie de quelqu'un d'autre. Et le peuple américain commence seulement à s'en rendre compte. Le secrétaire exec l'a dit lui-même. C'est une guerre pour Israël contre l'Iran. Les Israéliens considèrent qu'il s'agit d'une guerre pour leur existence. Les Iraniens pensent exactement la même chose pour eux-mêmes. Et comme Washington a décidé de soutenir Israël totalement, en faisant effectivement tout ce qu'Israël demande, nous avons absorbé la mentalité israélienne, la philosophie israélienne du ciblage et l'approche israélienne de la guerre. Et si vous voulez comprendre à quoi ressemble cette approche dans la pratique, il vous suffit de regarder Gaza, regardez le sud du Liban. L'approche israélienne, à ce stade, consiste à créer des imitations de Gaza dans toute la région. Cela inclut l'Iran. Si l'Iran peut être gazaïsé, réduit en ruines, transformé en catastrophe humanitaire, et si tel est le prix de la victoire, les Israéliens trouvent cela acceptable. Leur lobby aux États-Unis trouve cela acceptable. Les milliardaires sionistes qui font pression sur Trump pour mener cette guerre trouvent cela acceptable. Ce dont nous avons besoin, et ce que nous ne semblons pas avoir pour l'instant, c'est quelqu'un à Washington qui ait assez de courage pour se lever et dire que ce n'est pas notre guerre existentielle. Nous avons déjà fait bien plus que ce que nous aurions dû faire. Et si ce que nous avons fait ne suffit pas, alors tant pis. Nous avons besoin d'un cessez-le-feu parce que les implications mondiales plus larges de ce qui se passe actuellement sont véritablement terrifiantes. Mais demander de la retenue à la salle de guerre de Trump, c'est parfois comme demander à une fabrique de feux d'artifice de rédiger un manuel de sécurité incendie. Parlons un instant de la moralité de la guerre. Au niveau des États, plus personne ne semble se soucier des lois de la guerre. Personne au sein de notre gouvernement ne va nous demander des comptes. Personne à l'extérieur non plus. Mais pensez à ce que cela signifie pour les soldats sur le terrain. Pendant Desert Storm, les commandants inculquaient à leurs soldats qu'il existe un droit de la guerre et que nous le respectons. On ne tire pas sur des prisonniers. On se bat durement, mais on se bat loyalement. Ce socle moral, ce sentiment de justesse était ancré dans chaque soldat avant même qu'ils ne franchissent le territoire irakien. Cela leur donnait quelque chose à quoi se raccrocher. Cela donnait à la mission une norme. Maintenant, enlevez cela. Quand il n'y a aucune responsabilité au sommet, quand les dirigeants ne se soucient pas de faire ce qui est juste, cette attitude descend par capillarité. Elle atteint le niveau tactique, et ce qui s'y produit est prévisible parce que c'est la nature humaine. Dans toute guerre qui dure plus de quelques semaines, les soldats commencent à déshumaniser l'ennemi. Cela commence au sommet, par la diabolisation. On peut entendre en ce moment le président Trump lire les éléments de langage de Netanyahou sur le caractère prétendument terrible de l'Iran, et des millions d'Américains les ont entièrement absorbés. Il les répète sans cesse. Mais voici la réalité. L'Iran a beaucoup changé au cours des 47 dernières années. Ce n'est plus le même État, ni la même société qu'en 1979. Personne ne veut le reconnaître. À la place, la diabolisation continue. Et une fois que l'on diabolise l'ennemi, la déshumanisation suit automatiquement, surtout lorsque les tirs commencent. Quand des soldats perdent un camarade au combat, quelque chose bascule en eux. En février 1991, un sergent a été tué dans un véhicule de combat Bradley. 5 ou 6 autres soldats ont été blessés, et ce qui s'est immédiatement produit dans son unité, c'est la rage, un désir brûlant de représailles, tuer tout ce qui se trouve devant nous. Ce basculement émotionnel devait être maîtrisé par des officiers sur le terrain qui comprenaient que la mission exigeait de la retenue, pas de la vengeance. À ce moment-là, certains officiers ne voulaient pas arrêter de tuer. Ils voulaient continuer, même lorsqu'il était parfaitement évident que continuer ne servait aucun objectif militaire. C'est la nature humaine au combat, c'est ce qui arrive. C'est exactement pour cette raison que les guerres doivent être maintenues courtes quand c'est possible. Elles doivent être menées pour des objectifs limités et atteignables, pas pour des finalités illimitées. Aujourd'hui, nous sommes dans une guerre qui n'a aucun objectif limité. C'est une guerre pour la destruction de l'Iran au nom de l'État israélien et de ses agents à l'intérieur des États-Unis. Voilà ce que c'est. Point final.
L'Américain moyen ne le comprend pas encore pleinement, mais de plus en plus de gens commencent à le comprendre. Le mythe vendu pour maintenir cette guerre est celui de la puissance aérienne. L'idée que l'on peut bombarder un pays jusqu'à le soumettre sans conséquence, que l'on décolle, détruit la cible, puis rentre proprement à la maison. Le sexe sans conséquence, ce mythe n'a pas fonctionné dans cette guerre. Nos avions pilotés deviennent de plus en plus vulnérables. Et pourtant, tant que ce mythe survivra, nous continuerons à faire des choses stupides. Cette guerre fait partie de ces choses stupides. Elle n'avait jamais besoin d'être menée. Pas par nous. En aucune circonstance. Pensez à ce que l'on dit aux troupes pour justifier cette mission. Le secrétaire à la Défense leur dit qu'elles se battent pour leurs enfants et leurs petits-enfants, que c'est une question d'histoire, que c'est une question d'héritage, que nous sommes plus proches que jamais de la victoire. Mais gagner quoi exactement? Tous les éléments de renseignement produits par notre propre gouvernement disaient que l'Iran n'avait pas de programme actif d'armes nucléaires. Il avait été démantelé. Aucun effort n'avait été fait pour le relancer. Toute la prémisse servie aux hommes et aux femmes en uniforme repose donc sur une fondation qui n'existe pas. Dans l'univers médiatique de Trump, apparemment, une fondation manquante n'est pas un problème. C'est simplement une autre scène pour tenir une conférence de presse. Cela compte énormément, pas seulement sur le plan stratégique, mais aussi sur le plan psychologique. Il existe une différence fondamentale entre un soldat qui croit en ce qu'il fait et un soldat qui exécute simplement les gestes d'une mission qu'il sait injustifiée. Pendant Desert Storm, on disait aux soldats qu'ils arrêtaient un dictateur qui avait envahi un autre pays, qui menaçait de déstabiliser l'approvisionnement mondial en pétrole, qui représentait un danger réel pour le monde entier. Ils y croyaient. Cette conviction les a portés. Aujourd'hui, vous avez des hommes et des femmes assez informés pour savoir, parce que l'information n'est pas cachée, que le renseignement n'a jamais soutenu cette guerre, que nous ne devrions pas être là. Et lorsque certains d'entre eux ne rentreront pas chez eux, ceux qui survivront devront vivre avec cela. Ils devront porter la connaissance que leurs amis sont morts dans une guerre qui n'aurait jamais dû être menée. Considérez maintenant ce qui arrive à notre capacité militaire pendant que tout cela se déroule. Nous avons déjà dépensé plus de 1000 missiles JASSM, des missiles air-sol interarmés à distance de sécurité, à 1,5 million de dollars par missile. Certains analystes estiment qu'il faudra 1 an plus rien que pour reconstituer ces stocks. Nous avons brûlé des intercepteurs PAC-3 à un rythme qui a fait chuter nos inventaires à des niveaux dangereux. Les intercepteurs deviennent extrêmement rares. Entre 650 et 850 missiles de croisière Tomahawk ont été utilisés au cours des 20 premiers jours de cette guerre et nous avons déjà vidé d'énormes stocks en fournissant des armes à l'Ukraine et à Israël depuis 2023. L'épuisement combiné de nos systèmes d'armes offensifs et défensifs est vertigineux. Alors posez-vous une question simple. Si un conflit inattendu surgissait demain en mer de Chine méridionale ou si quelque chose s'aggravait en Europe de l'Est, que nous resterait-il ? Quelle est notre capacité réelle à répondre à une menace que nous n'avions pas prévue? Ce ne sont pas des scénarios abstraits. Ce sont des questions stratégiques, légitimes, qui n'ont pour l'instant aucune réponse confortable. Et voici quelque chose que les gens doivent comprendre au sujet du détroit d'Ormuz. L'Iran n'a pas fermé le transport maritime commercial dans le détroit. C'est Lloyd's of London qui l'a fait. Les assureurs qui couvrent les navires transitant par le golfe Persique ont refusé d'assurer des bâtiments dans une zone de guerre active, parce qu'ils n'étaient pas prêts à risquer la ruine financière. Les Iraniens ont simplement déclaré que les navires battant pavillon américain ou israélien, ou ceux qui soutiennent directement les opérations américaines et israéliennes ne seraient pas autorisés à passer. Tous les autres pays se sont vus dire dans l'ensemble qu'ils pouvaient passer, mais qu'ils devaient acheter leur pétrole en yuan. Voilà la situation réelle sur le terrain et non la version publiée sur les réseaux sociaux. L'idée que nous pourrions forcer militairement l'ouverture du détroit est un fantasme. L'idée que nous pourrions détruire les infrastructures énergétiques iraniennes, ces systèmes pétroliers, ces usines de dessalement, et d'une manière ou d'une autre en sortir gagnant, est encore pire. Si nous faisons cela, nous éliminons toute possibilité pour la région du Golfe de se redresser économiquement pendant de très très nombreuses années. Nous ne gagnons rien. Nous créons simplement une catastrophe plus vaste
dont nous devrons finir par nous éloigner. C'est le genre de stratégie qui sonne puissamment à la télévision et qui paraît en faillite sur une carte. Ce qui nous amène à la question la plus difficile de toutes. Que faire maintenant? Deux choses sont nécessaires et aucune des deux n'est sérieusement envisagée à Washington pour l'instant. Premièrement, comprendre ce que l'ancien officier des marines Robert Work écrivait en 2010 lorsqu'il était secrétaire adjoint à la défense sous Obama. Il disait que l'équipe Navy Marine ne devrait jamais tenter une manœuvre littorale au sens strict près des côtes d'une force adverse tant que le réseau de combat de cet ennemi, capable de tirer des salves denses d'armes guidées, de missiles de tout type et de drones, n'est pas entièrement neutralisé. La phase initiale de toute opération conjointe d'entrée sur un théâtre nécessite d'obtenir la supériorité aérienne, maritime, sous-marine et globale du réseau de combat dans la zone de l'objectif amphibie. Pouvons-nous le faire maintenant? Honnêtement, probablement pas. L'Iran a bâti une véritable domination balistique, il possède des cités souterraines de missiles, il possède des réseaux que nous n'avons pas été capables de localiser entièrement, encore moins de détruire. Nous avons lancé tout ce que nous avions contre ce problème à l'exception d'une arme nucléaire, et cela n'a pas fonctionné. Deuxièmement, nous devons reconnaître publiquement qu'il n'existe pas de solution militaire à ce conflit et demander une médiation internationale. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est la réalité. Mais cela exige un président prêt à dire publiquement qu'il s'est trompé, que cette guerre était une erreur et que nous préférons régler cela avant que la destruction ne se poursuive. Cela n'arrivera pas facilement avec un homme pour qui tout tourne autour de l'image personnelle. C'est devenu sa guerre. Il a pleinement adopté la mentalité israélienne, pas seulement les éléments de langage, mais la manière israélienne de faire la guerre elle-même. Et c'est une tragédie. Pour la machine de communication de Trump, reconnaître une erreur semble moins relever du leadership que d'une fuite de sécurité nationale. Ce que nous voyons se dérouler, c'est le début de la fin de l'influence américaine au Moyen-Orient. Tous les pays du monde, au Brésil, en Chine, en Russie, dans chaque pays qui a observé cette guerre, tirent la même conclusion. La plus puissante armée de la planète a lancé tout ce qu'elle avait contre l'Iran, et cela n'a pas fonctionné. C'est le signal reçu à l'échelle mondiale. Nous commençons à paraître faibles, pas seulement militairement, mais stratégiquement, et en termes de crédibilité. Comme la Grande-Bretagne après la guerre des Boers, diminuée d'une manière dont il a fallu des décennies pour se remettre, nous avons déjà connu cela. Le Vietnam a duré 8 ans, nous n'avions pas de bonnes idées, pas d'objectifs atteignables, nous avons gaspillé du sang et des ressources, puis nous sommes partis. 2 ans plus tard, le régime s'est effondré de toute façon, et après tout cela, après toutes ces pertes, nous avons fini par nous relever. Mais le coût a été énorme. Les dégâts infligés à notre crédibilité, à notre armée, à notre psyché nationale étaient réels et profonds. La question est de savoir si nous sommes prêts à répéter cette erreur ou si quelqu'un à Washington finira par regarder ce qui est devant lui, les stocks de missiles épuisés, les avions repositionnés à des centaines de kilomètres en arrière, les équipages épuisés, les sorties effectuées depuis l'Europe continentale et les États-Unis continentaux, parce que nous ne pouvons plus opérer en sécurité dans la région. Et dira assez. Nos plus grandes menaces réelles pour la sécurité nationale ne se trouvent pas dans le golfe Persique. Elles ne sont pas à Téhéran. Elles sont au sud de notre propre frontière. Des cartels de la drogue, désormais armés de drones et de missiles de croisière. Une crise du fentanyl qui a tué plus d'Américains que n'importe quelle guerre en une génération. Des infrastructures vieillissantes, une économie poussée vers la récession par un conflit que nous avons choisi de lancer. Ce sont ces menaces qui méritent notre attention, nos ressources et notre concentration stratégique. Ce que nous faisons à la place, c'est mener la guerre d'Israël, détruire nos stocks d'armes, épuiser nos équipages aériens, aliéner nos alliés européens, affaiblir notre posture de dissuasion face aux adversaires qui menacent réellement la stabilité mondiale, et faire tout cela au nom d'une mission construite sur des évaluations du renseignement que notre propre gouvernement savait insuffisantes pour justifier la guerre. Cette guerre n'avait pas besoin d'avoir lieu,
elle n'a toujours pas besoin de continuer. La seule question qui reste, c'est de savoir combien de temps il faudra avant que les responsables qui l'ont déclenché acceptent de l'admettre. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Plume Pratique vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.